médias sociaux. Moi, je rappelle juste en tant que directeur de l'Office de tourisme que ces journées numériques sont le résultat, en fait, sont le travail, ils sont financés par le POCTEFA, POCTEFA du Sahel. Alors, qu'est-ce que c'est? POCTEFA, c'est un programme entre 3 pays limitrophes que sont Andorre, France, Espagne. Et dans ce cadre de ce programme, on trouve le projet POCTEFA du Sahel qui nous concerne, c'est-à-dire concerne le territoire oloron, donc Pyrénées-de-Vallée et la comarca du Sobrarbe, pour le développement, la coopération internationale, le développement économique, touristique et culturel. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons ces journées du numérique. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous parler de l'image, de son importance, l'importance des marques, comment les travailler, comment faire en sorte qu'elles soient attractives, qu'elles soient visibles, et comment les associer à une marque de territoire, une marque de destination. Merci Nicolas. Merci Olivier. Et je vais partager mon écran. On va parler de médias sociaux, qui est l'axe aussi transverse de cette présentation. Voilà. Quentin, c'est bon? C'est bon pour moi. Impeccable. Parfait. L'idée, c'était effectivement, comme disait Olivier, je vous remercie de l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Et l'idée est donc de mélanger une approche communication, marque, branding et identité avec une approche social media, digital, performance, et comment en fait une marque forte, une maîtrise technique et identitaire des médias sociaux et du digital bonne permet d'être performants tous ensemble sur cet nouvel aspect de la communication digitale que sont les médias sociaux en 2021 et non pas les médias sociaux en 2017 ou avant. Il y a eu énormément de changements dans les stratégies social médias et dans les stratégies de communication digitale ces dernières années. Et donc, on va faire un grand tour d'horizon ensemble pendant l'heure et demie presque qui va suivre. Avant, je me présente, donc je dirige l'agence We Like Travel, une agence de communication donc digitale, spécialisée en tourisme, en culture et loisirs, et aussi en montagne pour rejoindre le tourisme. Mais on a vraiment une approche tourisme de montagne qui est assez forte et nous accompagnons plusieurs destinations, stations et territoires de montagne. Et entre autres, puisque nous avons beaucoup de clients institutionnels, des Français, des étrangers, et puis bien sûr du secteur du privé, de l'aérien, des tours opérateurs, des chaînes hôtelières, voilà. On a pas mal de métiers qui nous permettent aujourd'hui d'être, je crois, j'espère, légitimes aujourd'hui sur le discours de ce jour. On a des expertises qui vont donc de l'approche conseil et stratégique sur la prise de parole, sur les moyens, les accompagnements, la veille et l'écriture d'une stratégie et d'une prise de parole. Bien sûr, la partie opérationnelle sur le digital, que sont le community management, donc l'animation des canaux digitaux, la création de contenu, et puis des leviers que peuvent être les campagnes digitales, la publicité et le marketing d'influence. Et donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que on a un écosystème digital et social media qui est composé de ramifications qui sont absolument indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'identité, du beau, de l'esthétique sans être aussi très consciencieux sur l'opérationnel et sur la performance opérationnelle. À l'inverse, on ne peut pas espérer être visible, être reconnu de tous, générer de l'engagement, des likes, de la visibilité, de la portée, toucher ses cibles, sans avoir écrit au préalable une plateforme de marque qui correspond aux attentes, les attentes des internautes qui ont énormément changé, qui ont énormément évolué et dont les aspirations ont été fortement accélérées avec la crise sanitaire, avec une vraie défiance aussi envers les marques, envers tout ce qui ressemble à du professionnel, pas que les marques, sur les réseaux sociaux et sur le digital. Donc, on est à un pivot. Il y a eu une première ère digitale et social media qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, on rentre dans une deuxième ère où la marque doit faire ses preuves, la marque doit maîtriser les codes techniques des réseaux sociaux, et ça passe par
la gestion opérationnelle des réseaux sociaux, la conciergerie sur les réseaux sociaux, la stratégie des contenus sur les réseaux sociaux, la publicité sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, j'entends aussi plus largement les plateformes digitales, puisque ça remonte plus loin que simplement Facebook ou Instagram. Donc, on a un écosystème digital qui est au cœur de la stratégie de chacun d'entre vous, de chacun des acteurs qui peuvent être des hébergeurs, qui peuvent être des prestataires d'activités, qui sont un après l'autre, mis bout à bout, l'essence de ce qu'est une destination, de ce qu'est un territoire. Et donc, le propos du jour, c'est vraiment le maillage, au-delà de la maîtrise technique, etc. C'est le maillage qu'on peut arriver à faire quand on arrive à être performant, quand on parvient à la performance tous ensemble autour de ces sujets de maîtrise de la communication digitale. Donc, aujourd'hui, on est dans un contexte fin de crise, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est assez important de garder en tête que les médias sociaux, la crise a montré que les médias sociaux, les canaux digitaux, sont les principaux canaux de communication dans lesquels s'investir pendant et après cette crise. C'est-à-dire que c'est hyper important d'avouer, de constater, d'analyser que les autres canaux ont perdu un petit peu en vitesse, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit le print, et que l'attention des gens, certes, est très sollicitée, mais elle est quand même aussi très concentrée sur le digital, sur le smartphone, sur des espaces numériques dans lesquels les réseaux sociaux sont l'épicentre, qui sont d'énormes endroits pour générer, provoquer, s'investir dans des élans de solidarité, dans l'information auprès de vos clientèles, dans les opportunités marketing. Bref, prendre la parole, c'est absolument indispensable et non pas que être présent. Et vous allez voir qu'on a une bonne manière de le faire, plusieurs bonnes manières de le faire, mais aussi plusieurs mauvaises manières de le faire. Et on va décortiquer ça ensemble. Voilà. Il y a des leviers également qu'il faut maîtriser. Je vais en parler sur la publicité notamment, de manière assez précise, sur la gestion de la relation client en deuxième partie. Mais avant, il faut bien comprendre, et on va mettre ces chiffres à jour dans quelques semaines, et il faut bien comprendre qu'à la fin de l'été, à la rentrée de l'année dernière, les médias sociaux avaient été extrêmement gagnants de cette crise sanitaire et que l'écosystème que vous avez devant vous n'a fait que croître depuis, mais il est ultra puissant et il cumule quasiment 3,8 milliards de personnes dans le monde qui utilisent les médias sociaux chaque mois et qui interagissent avec des marques, considèrent des marques sur chacune de ces plateformes, sont tout à fait conscientes que les marques existent, mais ont des approches, une porosité, une acceptation qui diffèrent en fonction de la manière de leur parler. Et donc, les marques ne sont pas exclues, au contraire, c'est elles qui financent les réseaux sociaux, sinon c'est vous qui paierez, ou nous. Mais les marques, en plus de payer, doivent également être créatives, se montrer sur leur meilleur jour, être disruptives, et on va voir comment. En France, c'est exactement pareil, je ne vais pas vous refaire le tableau, mais grosso modo, on a une très, très forte présence de l'écosystème Facebook dont je vais reparler, qui est représenté dans le tourisme spécifiquement par Facebook et Instagram en particulier, qui sont deux médias essentiels pour la visibilité, la performance des acteurs du tourisme, quels qu'ils soient. Bien sûr, il y en a d'autres. Bien sûr, vous pourrez me poser la question, est-ce qu'il faut aller sur TikTok, etc. etc. Aujourd'hui, quand on a peu de moyens, quand on veut aller à l'essentiel, il y a deux réseaux grand public prioritaires que sont Facebook et Instagram. Et il y a un réseau professionnel très prioritaire qui est LinkedIn. Et l'idée est d'avoir bien sûr une présence pour chacun d'entre vous au niveau professionnel. Je ne parle pas de votre profil, mais bien sûr de votre entreprise sur ces canaux-là, c'est-à-dire d'avoir une page, d'avoir un compte, d'avoir une page LinkedIn également. Et ça, c'est bien, c'est la première brique, mais il faut savoir quoi raconter, que mettre, que publier, et on va voir ça ensemble. Également important de se rendre compte, même si le marketing générationnel a des limites, que les réseaux sociaux ne sont pas utilisés de la même manière en France
par les différents types de clientèle, et c'est valable aussi en Espagne, qui est pas loin de chez vous. On a des réseaux sociaux qui sont, ou des plateformes digitales qui sont plus utilisées par certaines tranches d'âge, donc qui nécessitent une gymnastique à peu près parfois même diamétralement opposée. Quand on oppose Facebook à LinkedIn, Facebook, oui, à LinkedIn ou encore à TikTok, c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes manières de raconter son histoire, de raconter son offre, de créer des contenus, de créer des photos, des vidéos et d'écrire des textes qui vont engager. Vous aurez plein d'exemples un peu plus tard. Mais effectivement, il y a des réseaux qui montent. Snapchat et TikTok sont très, très présents chez les jeunes. Et puis Facebook, WhatsApp, très présent chez les plus âgés. Instagram est très fort partout. Facebook est très fort partout. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de duo autour de ces deux réseaux. Voilà. Il y a une plateforme, plusieurs plateformes, une marque, un grand acteur que vous connaissez tous, qui est le groupe Facebook et qui aujourd'hui domine le monde de la communication digitale, de nos usages digitaux avec ces quatre applications, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, qui sont les 4 applications de l'écosystème Facebook. Je pense que vous connaissez la puissance de cet écosystème-là. On va voir comment s'intégrer dedans maintenant. Mais il est quand même essentiel de se dire, premièrement, que à travers ce webinaire, vous avez la certitude de faire les bons choix quand vous vous mettez sur ce type de plateforme et que les partenaires, et notamment Pyrénées de Vallée, mais les partenaires qui vont s'associer à vous et qui vont aller communiquer parfois à votre place ou communiquer avec vous sur les supports digitaux, les canaux digitaux, vont le faire au bon endroit et ne vont pas investir des canaux ou des plateformes un peu farfelues. Donc, c'est hyper important, même si ce n'est pas vous qui le faites, c'est hyper important d'avoir la connaissance du bon espace pour le bon message aux bonnes personnes. Et c'est ça le plus important, c'est aux bonnes personnes. Grâce à cet écosystème-là, Facebook est vraiment la plateforme avec ses applications satellites pour toucher très précisément des clientèles. Et en France, c'est tout aussi reluisant comme chiffre, puisque 39 millions de personnes utilisent au moins l'une de ces 4 applications chaque mois. Et donc, ça veut dire qu'en concentrant nos efforts sur les 2 plus grosses des 4 pour le tourisme, à savoir Facebook et Instagram, on est dans le vrai. Alors, jusque-là, ça ne nous fait pas écrire les bonnes choses, la bonne stratégie, mais c'est déjà hyper important de se dire qu'on ne se trompe pas et que la volumétrie est colossale. Et qu'une bonne stratégie de communication passera par ces médias-là, plus au niveau national, au niveau local, au niveau régional, beaucoup plus que par, je dirais, et ce n'est pas péjoratif, mais certains coups d'épée dans l'eau. Nous n'avons rien contre le print, nous n'avons rien contre le cinéma, nous n'avons rien contre la télé, mais il faut bien avouer que le coût au contact sur les médias sociaux et en digital est quand même nettement plus faible, et surtout que le tracking permet non pas que de faire de la notoriété, mais également de faire de la transformation, c'est-à-dire générer des leads, des contacts, et puis, bien sûr, générer des ventes. Sur l'écosystème Nicolas, Facebook, je me permets, oui. Nicolas, excuse-moi, ne pas hésiter lorsque tu utilises des mots comme tracking ou j'ai vu visiteur unique, pas hésiter à les définir parce que je suppose qu'on a une audience qui ne saura pas forcément ce que c'est. Par exemple, tracking, n'hésite pas à le dire. Bien sûr, le tracking, c'est le suivi, c'est la traduction du suivi en anglais, c'est-à-dire que de l'amont, avec par exemple la consultation d'une vidéo sur Facebook ou d'une photo sur Instagram, on peut, grâce à ces plateformes-là, suivre ces gens, suivre ces utilisateurs et savoir que cette personne qui a vu une vidéo sur Facebook, Instagram ou ailleurs, c'est elle qui ensuite est allée sur votre site, qui est allée sur une autre vidéo, par exemple. Et à l'inverse, on peut faire le chemin inverse et se dire que cette personne qui a consulté votre site, on peut la tracer grâce aux cookies notamment, mais avec d'autres méthodes maintenant, parce que les cookies commencent à être un peu périmés. On peut la tracer et la retrouver sur une plateforme comme Facebook, comme LinkedIn, et Twitter, etc.
Je prends juste l'exemple de Facebook. Puisqu'on peut identifier les usages des gens, c'est ce que permet Facebook, puisqu'on peut identifier la provenance géographique ou la provenance numérique des personnes et des utilisateurs, puisqu'on peut identifier leurs amis, alors pas nous, mais Facebook peut le faire. Facebook a énormément d'informations. Une plateforme comme Facebook. Google aussi en a beaucoup, bien sûr. Et là, j'ai pris l'exemple de Facebook et de son écosystème avec Instagram. Facebook a énormément d'informations et permet aux marques qui veulent communiquer dessus d'amplifier leur message avec des publicités pour toucher un nombre de personnes considérable. Et j'ai mis quelques exemples devant vous qui vous montrent en France combien de Français sont fans ou ont une très forte affinité avec les thématiques que vous voyez. Donc, Facebook a proposé et propose aux annonceurs qui le souhaitent de toucher plus de 20 millions de Français qui aiment le voyage, plus de 15 millions de Français qui aiment le tourisme, plus de 10 millions de Français qui aiment les hôtels. Alors, aiment les hôtels, ça veut dire par exemple qu'ils se sont géolocalisés dans un hôtel ou qui se sont tagués dans un hôtel ou sur une publication d'un hôtel ou qui suivent plusieurs pages d'hôtels ou qui suivent plusieurs comptes Instagram d'hôtels, etc., etc. Ou que leurs amis, la plupart de leurs amis le font. Quand tous vos amis aiment les hôtels, bon, il y a quand même des probabilités que vous les aimiez aussi. La mer, le littoral, les plages, la montagne qui vous intéresse, le camping, le rural, les vacances, l'écotourisme, la randonnée, j'en passe. Il y en a des milliers comme ça de ciblages qu'on peut opérer. Et en connaissant ces territoires adressables, c'est-à-dire en connaissant ces audiences qu'on peut toucher, on se dit, génial, il y a un énorme gâteau, allons-y, fonçons. Et nous, on dit en tant qu'agence de communication, hop là, pas trop vite, il va falloir écrire maintenant comment on va y aller. Et c'est ça les travaux de la marque. C'est ça les travaux d'une marque digitale forte et d'une stratégie social média, une stratégie digitale performante. C'est de savoir comment ces 1,5 million de personnes qui aiment l'écotourisme ou le tourisme responsable ou le slow tourisme en France, par exemple, comment je vais les toucher? Quel message je vais leur adresser? Est-ce que c'est moi, petit gîte du fin fond d'une vallée, qui suis en capacité d'aller adresser des centaines ou des milliers de gens qui habitent très loin? Peut-être pas, même probablement pas, parce que ça coûte très cher. Est-ce que c'est à moi, gros office de tourisme, de le faire? Oui, probablement, parce que les gens commencent à identifier les têtes de pont, entre guillemets. Et c'est là le rôle aussi d'une marque forte. Donc, c'est hyper important d'écrire la stratégie pour atteindre la performance et se dire qu'on va toucher ces personnes-là, qu'on va leur adresser des messages de séduction avec des vidéos, des photos, des offres commerciales, des activités à réserver, et que ça va transformer, ça va fonctionner. Les gens vont s'engager, les gens vont vous découvrir, ils vont être séduits. Et ça, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. Aujourd'hui, nous, We Like Travel, on remplit des avions grâce à ça. On remplit des hôtels. Donc, on n'est pas dans un truc futuriste ou de la science-fiction. C'est de la réalité d'aujourd'hui qu'avec ce système de traçage, qu'avec ces propositions social media d'audience disponible et d'audience personnalisée aussi, parce qu'on peut également constituer sa propre audience à partir des abonnés à une newsletter, à partir des visiteurs d'un site, à partir des gens qui ont regardé une vidéo. Donc, il y a de nombreuses… c'est un art de la précision, hein, il y a de nombreux leviers qu'on peut appuyer, qu'on peut activer. Mais la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on raconte à ces gens-là? Et qu'est-ce qu'on raconte à quel moment? Parce que en fonction de la connaissance du client et de la relation entre le client et votre marque ou votre organisation, votre entreprise, on ne leur propose pas la même chose et on ne propose pas le même message. Quelqu'un qui vous connaît, qui est déjà venu chez vous, on ne va pas lui envoyer la même publicité, on ne va pas lui envoyer la même application que quelqu'un qui ignore absolument tout, peut-être même pour certains des Pyrénées. Et pour autant, c'est un prospect, pour d'autres raisons peut-être.
pour la pratique d'une activité, pour son schéma familial, etc. Et donc, il y a des points de contact dans le parcours client. Le parcours, comme vous le voyez, il n'est pas droit, il n'est pas du tout rectiligne, il est compliqué. C'est ce qu'on appelle le messy middle. Google appelle ça le messy middle, c'est le milieu désordonné. C'est-à-dire que le client, dans le tourisme, il a une idée au début, il a une réservation à la fin, mais entre son idée et la réservation, il s'est passé énormément de choses. Et ce parcours digital du client, il n'est pas du tout droit. Il est très compliqué. Entre les différentes recherches Google, entre les expositions aux réseaux sociaux, entre les TripAdvisor, re-Google, re-Facebook, re-Instagram, ah tiens, et si j'allais sur les comparateurs de prix, etc., etc., etc. Ce n'est pas uniquement le nombre de sites visités qui fait la complexité du parcours du client et donc la nécessité d'une marque forte et d'un storytelling fort, c'est aussi le zigzag que fait ce client dans ce parcours et le caractère extrêmement désordonné qui crée une bataille de l'attention pour exister au moment où le client est sur le point de réserver. Et donc, l'objectif d'avoir une marque forte, l'objectif d'avoir une identité de communication digitale bien affirmée, bien construite, c'est de travailler l'ensemble de ces objectifs, l'ensemble de ces étapes du parcours client, avec des récits, avec des photos, des contenus qui sont adaptés à l'action qu'on veut faire à ces audiences-là. Et quand on veut se faire découvrir, on n'a pas du tout les mêmes mots, les mêmes contenus. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous n'allez pas du tout lui parler de la même manière que quelqu'un qui vous connaît déjà depuis longtemps et qui a besoin de concret, de disponibilité, de réservation, de conseils. Et voilà, il n'a pas besoin qu'on lui représente patati patata, je suis un tel, mon gîte, découvrez-le, ou ma chaîne hôtelière, découvrez-le, ou mon office de tourisme, découvrez-le. Non, il vous connaît déjà. Donc là, ce qu'il veut maintenant, c'est du concret, c'est du conseil pour la semaine prochaine, savoir quand est-ce que vous êtes ouvert, combien ça coûte. Et donc, en fonction de son parcours, on n'est pas du tout dans le même storytelling. Si je peux me permettre, Nicolas, oui, juste pour interagir, pour que ça soit un peu dynamique entre l'OTC et ton intervention. Moi, c'est juste pour permettre à ceux qui nous écoutent de leur donner un exemple par rapport sur la destination de ce que tu as dit, qui est tout à fait juste et qui est un énorme travail à l'OTC. C'est effectivement la communication, on ne s'adresse pas de la même manière. Et là, tu as parlé justement des éléments tracking, et les éléments tracking, ils sont essentiels puisqu'ils nous permettent justement de personnaliser cette communication pour des personnes qui sont déjà venues au sein de la destination. On sait déjà ce qu'elles ont consommé, on sait déjà s'ils préfèrent tel ou tel gîte ou telle ou telle activité. Et donc, du coup, la communication va se centrer sur la consommation du client ou ses propres intérêts quand ils sont sur les médias. Effectivement, on peut connaître leur profil, leurs intérêts qui vont déterminer un profil pour nous. Et donc, on ne va pas communiquer effectivement de la même manière. Ce sera des communications totalement différentes. Alors, merci Olivier, il y a un élément important aussi, c'est que tout ceci se rejoint à un moment. Et donc, sans en faire un truc insurmontable, il y a quand même des complexités liées au parcours client, des complexités liées à la stratégie de communication globale, et puis des complexités liées ou des enjeux, des défis liés à la stratégie social média. Ce n'est pas la même chose de faire des Google AdWords, des publicités sur Google, que de faire des bannières en display sur des sites divers et variés. Bon, c'est plus très à la mode, mais voilà. Et que de faire de la communication social média. Et donc, je reviens sur des éléments fondateurs de la stratégie social média, mais qui sont hyper importants que vous ayez en tête. C'est-à-dire que la première brique fondatrice d'une bonne stratégie social média en tant que marque touristique, c'est d'abord de poser sa stratégie éditoriale et de maîtriser les fondamentaux du community management. Le community management, donc, c'est l'animation d'une page Facebook, d'un compte Instagram, d'un compte Twitter, d'un compte LinkedIn, etc. Et pour une marque, je ne parle pas pour vous-même, je parle vraiment pour votre entreprise. Et ça nécessite de la ligne éditoriale jusqu'à la stratégie des contenus, jusqu'à la maîtrise de
des conversations, de la modération, des réponses, des messages privés, des commentaires, etc. C'est un vrai métier. Le deuxième pilier, c'est la stratégie des contenus. Des contenus qui sont premièrement créatifs. Créatifs, ça veut dire que ce n'est pas des photos copier-coller de votre site qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux, pas du tout. Ce sont des contenus qui correspondent au code des médias sociaux, aux attentes des utilisateurs, qui évoluent énormément. Il y a 4 ans, on ne postait pas du tout les mêmes choses qu'on poste aujourd'hui sur Instagram, par exemple. Idem sur Facebook. On a été à un moment vers un esthétisme absolu. Aujourd'hui, vous regardez la plupart des comptes, on est sur une dégradation volontaire de la qualité des contenus. C'est étonnant. Donc, ça demande de la créativité aussi, mais une dégradation volontaire de la qualité des contenus pour aller vers la sincérité. Pourquoi? Parce que des contenus hyper léchés, hyper carte postale, même hyper beaux. Aujourd'hui, comme la photo d'ailleurs, la belle photo de votre destination que j'ai mise en page de couverture, c'est vrai que ça plaît, ça marche encore. Papier glacé, etc. Mais avec les besoins d'incarnation, avec les besoins de se projeter dans ce qu'on peut réellement vivre sur le terrain, sans artifice, eh bien aujourd'hui, on est effectivement sur une stratégie des contenus qui est à la fois créative, mais très authentique. Et donc adaptée aux cibles. Vous avez des cibles peut-être un peu plus âgées qui vont être en attente de contenu un peu plus papier glacé, un peu plus standardisé, et des cibles qui vont être en attente de contenu, notamment les jeunes, sans filtre, des contenus crus, des contenus qui ont été tournés il y a 3 minutes ou il y a 1 heure, des contenus de ce matin. Voilà. C'est une stratégie en fait qu'on écrit, et pour chaque cible correspond un type de contenu. Et évidemment, je parle aussi de cibles, pas que par âge ou par affinité, mais aussi de cibles par besoin, des besoins essentiels comme les familles, comme les gens qui ont ce qu'on appelle des besoins en commun, mais qui ont besoin de pratiquer une certaine activité, des gens qui ont un handicap, des gens qui font partie d'une catégorie aussi sociale, certains d'ailleurs qui ne sont pas très bien traités, on va dire le LGBT, famille monoparentale, handitourisme, canitourisme, même avec des chiens. Vous avez énormément de niches. Je ne sais plus combien représente de millions de personnes en France, des gens qui ont besoin de partir avec leur chien en vacances, mais c'est considérable et personne ne leur parle. Et donc aujourd'hui, une stratégie des contenus créatifs, c'est ça. C'est segmenter l'histoire de votre offre avec des messages incarnés ou au moins adaptés à des clientèles qui ont des besoins en commun. Et puis, bien sûr, c'est le levier publicitaire, les campagnes qui vont aider les utilisateurs à vous trouver, la découvrabilité. Vous n'allez pas, avec l'huile de coude, booster le nombre d'abonnés, de visiteurs, de fans à vos réseaux sociaux, à votre site web, à vos canaux. C'est la publicité qui permet de faire ça. Et c'est notre métier. Et nous, ça ne nous enchante pas de donner des milliers d'euros à Facebook ou à Google tous les mois. Mais c'est vraiment efficace. Ça fonctionne vraiment aujourd'hui de se dire que on va mobiliser un budget de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros par an par client, parfois des dizaines de milliers d'euros par an par client, parfois des centaines même pour les très grosses destinations ou les très grands acteurs, afin que ces contenus, ces histoires, ces leviers soient amplifiés aux bonnes personnes, qu'on puisse toucher les bonnes personnes, qu'on puisse avoir des publicités très ciblées, qu'on puisse opérer un recrutement aussi très ciblé. Le recrutement, c'est-à-dire vraiment les personnes à qui on va proposer de vous suivre. Pyrénées de Vallée, c'est une marque jeune qui n'est pas encore au niveau de Savoie-Mont-Blanc ou Montagne du Jura. Et bien, grâce à la publicité, grâce aux efforts collectifs également sur le terrain, on va atteindre des tailles d'audience qui vont permettre de toucher beaucoup de monde, bien sûr au niveau local, mais aussi au niveau régional et pourquoi pas, évidemment, au niveau national, et faire venir des publics franciliens, bretons, etc. Mais la publicité est vraiment un élément essentiel et fondateur de la stratégie social media et de la stratégie digitale. Et puis, ça se complexifie un petit peu parce que vous avez l'éditorial qui vient se mettre là-dedans. Donc là, c'est du côté des publications, mais aussi l'éditorial du côté des conversations. Parce qu'on n'est pas des machines,
On ne fait pas des posts, des pubs, des posts, des pubs. Il y a des gens en face. Il y a des communautés. Et ces communautés, elles s'expriment. Elles répondent. Elles likent, elles commentent. Elles partagent les campagnes, les publicités, tout ce qu'on leur envoie. Et parfois, elles font rien d'ailleurs. Et là, il y a un problème aussi. Elles envoient des messages privés quand elles ont des questions. Donc, on a une approche de la performance qui est au carrefour de tout ça. Les communautés, c'est-à-dire vos fans, vos abonnés, vos ambassadeurs, vos clients qui ne sont peut-être pas encore fans et abonnés, les publicités digitales, les publications et la manière dont vous animez votre marque et votre prise de parole, et puis les conversations qu'il y a autour de tout ça. Et la performance, elle est au carrefour de ces 4 points-là. Alors, c'est quoi les raisons du succès? Parce qu'on peut prendre le truc par la fin, hein. C'est bien tout ça, mais ils ont fait comment ceux qui ont réussi? Les Savoie Mont Blanc, les stations de ski, les Cotterêts, tous ceux que vous connaissez, notamment dans la montagne. La première raison du succès, c'est que leur stratégie social media, leur stratégie digitale, elle a été montée sur plusieurs années. Ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. L'année dernière, quand l'été est arrivé, après le confinement, il y a énormément de destinations et de territoires qui ont sorti de leur chapeau des campagnes de com et qui se sont dit d'un seul coup, on n'est pas connu et puis on va mobiliser des milliers d'euros et on va faire des stratégies social media avec des coûts. On va faire un coup. Ça ne marche pas, en fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Une stratégie social media, une stratégie digitale, une stratégie de communication bien pensée, ça se monte sur plusieurs années. Ça prend du temps, en fait. Et c'est pour ça que se fédérer, s'articuler autour de marques fortes, c'est hyper important et dans le temps, en fait. Et pas juste au moment où on met tous au pot 1 000 euros ou 10 000 euros pour faire une campagne commune et puis après, il n'y a plus rien. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie, ce n'est pas notre conviction. Le deuxième point, c'est évidemment qu'on a mis tous en commun, acteurs, professionnels autour de la table, des moyens humains et financiers à la hauteur des ambitions. Voilà, ça ne sert à rien d'essayer de rouler avec une Ferrari s'il n'y a pas d'essence dedans. Les moyens humains sont extrêmement importants. Il n'y a pas que l'argent, il y a également l'investissement humain de chacun dans la collecte, la production des contenus, dans tout ce que vous savez de la communication digitale. Il y a cet aspect community management dont j'ai parlé, je n'y reviens pas. Il y a cet aspect publicitaire dont j'ai parlé, je n'y reviens pas. Et puis, il y a l'écriture. Et là, on rentre vraiment dans l'aspect marque, la tonalité de la marque, les valeurs de la marque, la mission de la marque, la ligne éditoriale de la marque, en adéquation avec les attentes des communautés, ou alors si possible bien écrite, et puis après les communautés qu'on a recrutées qui correspondent à ces valeurs-là. Donc la marque ne peut pas se contorsionner pour s'adapter aux gens. C'est les deux, en fait, il faut que ça matche. Et donc, il faut tout de suite, dès le début, dès qu'on crée une marque, dès qu'on essaie d'accélérer sur sa marque, s'assurer qu'on est dans le vrai, on est dans une tonalité, une édito qui soit correspondante à une promesse qu'on veut délivrer et à des attentes. C'est-à-dire qu'il y ait un public pour ces promesses-là et pour cette offre-là. Donc, c'est vraiment l'écriture du fameux tone of voice, en anglais, le ton de la voix, et de cette ligne éditoriale avec les mots, la sémantique et tout ce que vous pouvez imaginer dans l'écriture d'un texte qui accompagne des publications digitales et social media. Et bien sûr, des visuels. Alors, quelques bonnes pratiques, notamment pour poursuivre immédiatement sur justement la marque au sens contenu, ligne éditoriale, tonalité. Il y a d'abord le besoin de poser une feuille de route avant de se dire tiens, je vais faire des posts, je vais faire un calendrier, je vais consulter une agence pour avoir mon identité, ma charte graphique, etc. Avant ça, il faut se fixer des objectifs. Et la feuille de route éditoriale efficace sur les médias sociaux et sur le digital, c'est d'abord de se rendre compte qu'on va devoir s'investir toute l'année. Et ça, ce n'est pas si simple que ça. Il y a énormément d'acteurs qui misent sur la très haute saison et qui omettent de penser que leur marque va devoir prendre la parole à d'autres saisons que la haute saison.
que cela va donc impliquer des objectifs de régularité et de qualité de contenu toute l'année. Et je dis bien toute l'année. On met le doigt dans un engrenage. Je ne suis pas là pour vous faire peur parce que vous avez des centaines de professionnels, petits et grands, qui sont arrivés, qui le font très bien, avec parfois des petits moyens. Simplement, il faut en prendre conscience. Ça va demander des efforts. La qualité des contenus et la régularité des publications, c'est un engrenage positif, vertueux, mais c'est un engrenage quand même. Et on ne peut pas se dire pendant 3 mois qu'on prend un stagiaire qui va faire des super contenus et puis qu'on le laisse tomber de septembre à juin. Ce n'est pas possible. Heureusement, il y a des techniques pour ça. Il y a la performance du community management. Et là, j'insiste sur le fait que vous pouvez mutualiser les efforts et que cet atelier est là pour vous aider à assurer cette performance et à apprendre, à vous perfectionner dans cette science de l'animation des communautés et de la déclinaison de la marque pour vous, pour votre performance sur les réseaux sociaux, mais aussi des techniques de recyclage, de production et de partage des contenus valorisants pour vous, qui peuvent être les contenus de certains clients, qui peuvent être les contenus de certains influenceurs ou certains ambassadeurs locaux que vous avez invités, qui peuvent être les contenus des autres aussi, de vos partenaires, de vos voisins, de l'hôtel d'en face, de l'office de tourisme d'à côté, et bien sûr de la destination tout entière. Et là, je parle bien sûr de Pyrénées-de-Vallée. Je parle aussi du CDT, du CRT, qui, eux, ont des contenus exceptionnels. Plus, bien sûr, la structure est importante et plus il y a des moyens de produire des contenus valorisants. Et donc, c'est aussi être malin sur les éléments de photos, de vidéos, d'audio, de texte. La marque s'exprime, mais la marque doit être maligne aussi pour ne pas s'épuiser. L'entreprise, c'est bien qu'elle ne pourra pas tout produire. On ne peut pas tout produire. Et donc, même les grandes marques, même ceux qui ont beaucoup de moyens, se sont aujourd'hui dotés de ce qu'on appelle des content factories, des usines à contenu, puisque les médias digitaux sont très gourmands en contenu. Il faut les écrire, mais on peut aussi les récupérer, on peut aussi en faire une sorte de curation, comme on dit, et se les approprier. Alors, l'éditorial, justement, puisqu'on parle de stratégie, l'éditorial, c'est vraiment l'ensemble de vos prises de parole qui spécifie le ton et l'originalité qui vous sont propres, c'est-à-dire la manière dont vous allez vous exprimer qui n'est pas la même manière que le voisin. Et là, c'est juste hyper important parce que le nombre de publications copier-coller sur certains moments comme Noël ou Pâques, où la banalité est juste affligeante entre pas mal d'acteurs, c'est hyper dommage. Là où des centaines d'autres arrivent à se démarquer de leurs concurrents ou des autres par eux-mêmes, qui ils sont. Donc, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vraiment vous-même. Et le ton et l'originalité sont vraiment le fil conducteur d'une stratégie éditoriale. C'est ce que je disais, c'est une cohérence globale, un cap à suivre, qui est vraiment la politique du qui vous êtes et de comment vous vous mettez en tant qu'émetteur d'informations. Ça veut dire que vous avez un lectorat, ou du moins plus largement une audience visée, vous avez des cibles, hein, et que vous allez adapter vos objectifs et ce que poursuit comme objectif chaque publication, chaque prise de parole, pour le lectorat visé. Donc, c'est un peu tactique, c'est un peu malin, en fait. Il faut vraiment poser l'écriture en fonction des objectifs et du lectorat. Et là, ça se complexifie un tout petit peu. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous montrer ça. Parce que définir sa ligne éditoriale, c'est se poser des questions qui sont un tout petit peu dans l'introspection. Et définir sa marque, s'approprier la marque, comprendre ce que c'est une marque, c'est vraiment se poser des questions assez profondes. Qui sont vos clients? Qui ciblez-vous? Où sont ces clients? Où sont ces personnes? Quels sont les outils que vous pouvez vous permettre? Quels moyens, quelle intégration dans vos équipes vous avez? Et quelles possibilités d'intégration vous avez pour structurer votre éditorial, pour mettre en place des rituels, on a dit toute l'année, toutes les semaines, plusieurs fois par mois. Donc, on va commencer non pas dans une routine, mais dans des rituels. Il va falloir des outils, du matériel.
Et puis, il va falloir incarner. L'incarnation, c'est ce que je disais au début, c'est de plus en plus attendu. Les gens n'ont plus tellement envie d'avoir des petites musiques avec des beaux panoramas et des trucs de drones. C'est joli les drones, ça fait des beaux plans. Mais en parallèle de ça, à côté de ça, en même temps que ça, les gens ont vraiment envie d'avoir une personnalité. Ils ont envie d'avoir de l'humain. Quitte à ce que ce ne soit pas beau, dégradé, tant qu'on entend bien. Mais vraiment, les gens ont envie que le discours soit incarné. Et ça veut dire qu'il va falloir choisir une incarnation. Est-ce que ce sont vos salariés? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vos clients? Est-ce que ce sont des habitants? Et il va falloir trouver des personnes qui vont incarner votre marque et qui vont incarner votre discours. Et puis, l'écriture de cette stratégie se traduit vraiment par un brand book, comme on dit. Donc là, qui va récapituler les piliers éditoriaux, la ligne édito, la plateforme, la cible. Sur Facebook, je vais cibler ces gens-là. Sur Instagram, ces gens-là, etc. Et la stratégie média, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on écrit, comment on définit l'allocation des budgets. Mettons que je décide de mettre 500 € par mois ou 1 000 € par mois, ce qui est beaucoup pour certains, en publicité. Il faut que ça vous rapporte, ou du moins, il faut que ce soit performant à votre niveau de performance. Et donc, quelle conquête je fais? En fait, je vais où? Je diffuse où? Je me fais aider par qui? Je recrute comment? Ça s'écrit, en fait. C'est votre stratégie média. Voilà comment on articule la ligne éditoriale. Et vous voyez que ça va beaucoup plus loin que juste ce qu'on pouvait penser. Et puis, les prises de parole, elles sont structurées dans l'année. Je disais, il y a 4 saisons et il faut parler tout le temps. Oui, à peu près. Mais en fait, il y a des tactiques. Vous avez une autre saison. Aujourd'hui, si vous vous appuyez par exemple sur cet exemple-là où il y a Facebook et Instagram, il y a des techniques aujourd'hui pour exister à certains moments de l'année et pour accentuer la pression à d'autres moments de l'année. Donc là, on va être à certains moments sur de l'inspiration et des idées week-end, et puis on va enchaîner des posts un peu plus liés à du trafic, à de l'interaction. Donc, votre ligne édito, votre prise de parole et toute votre identité se décline, se répartit dans l'année par une succession de postes je dirais en zigzag, plutôt, on va dire, un billard à 3, 4, 5 bandes, qui part en général tout en haut d'éléments d'inspiration, de divertissement, et qui descend vers des propositions de plus en plus commerciales. Mais si vous arrivez et que vous n'êtes pas connu, et on peut dire aujourd'hui que vos deux vallées, elles sont connues localement. En plus, moi, je connais bien, je suis du Béarn, donc je ne suis pas loin, je connais un peu le coin. Mais vos deux vallées, elles sont connues localement, régionalement un petit peu, mais au niveau national, il y a des millions de Français qui ne savent absolument pas qui vous êtes. Vraiment. Donc, essayer de faire de la transformation du trafic et des ventes alors qu'on n'a même pas travaillé l'inspiration, ce n'est pas possible. Et c'est ce type de schéma qui permet de lisser sur l'année, ce qu'on appelle un plan média, qui permet de structurer ces prises de parole. Alors, on a quelques fondamentaux pour parler très, très concrètement de la manière de se mettre en scène et on va dire des bonnes pratiques, parfois pas assez incarnées, parfois créatives, mais des bons formats aujourd'hui qui font les meilleurs scores sur les médias sociaux aujourd'hui notamment. Donc, vous avez la verticalité, vous avez beaucoup de simplicité, et puis vous avez beaucoup de créativité. Et la créativité, c'est jouer un petit peu, jouer avec les exemples de publications, ce petit chemin là pour le Morbihan, par exemple, qui serpente entre les photos. On est sur des éléments créatifs comme ça. Regardez les scores en dessous. 11 000 likes, 13 000 likes, sur des pages qui sont importantes sur Facebook, mais qui n'ont pas non plus des millions de fans et d'abonnés. Et simplement une belle écriture, le bon post au bon moment, quelque chose d'inspirant et de créatif. Autre pilier éditorial qui permet d'exister, d'être visible, d'être identifié au fil des mois, c'est la gamification, c'est le jeu, c'est l'engagement à travers le jeu. Et donc,
là, quand on voit cette story de Saumur, ce n'est pas révolutionnaire. Au niveau esthétique, c'est même assez moche, disons-le. C'est des photos de banque d'images, il n'y a rien d'exceptionnel. En revanche, on crée une adhésion, on crée du plaisir à travers le jeu, à travers un jeu de pistes, des devinettes, etc. etc. Et cette story Instagram a fonctionné extrêmement bien parce que les gens, quand on leur propose quelque chose de sympathique, ils s'en fichent en fait que la photo soit jolie ou pas jolie, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Là, on est vraiment dans l'utilisation intelligente des codes des stories Instagram et de la manière de présenter des stories. Et l'esthétique, ça passe complètement au second plan, surtout quand on n'a pas les moyens de se payer des créas, des directeurs artistiques, des graphistes chers. Et donc, c'est aussi ça, arriver à dégrader un petit peu la marque pour aller jusqu'à des éléments de gamification qui sont prioritaires. Je parlais de l'incarnation, voilà un autre exemple d'incarnation. Donc là, c'est à Honfleur. Comment on arrive, malgré la distanciation physique, comment on arrive à se montrer quand même, à dire qu'on est au travail, qu'on est là, qu'on est motivé, de montrer les gens qu'on ne montre jamais, les gens là qui sont dans les cuisines, pour certains qui sont des commis. J'avais un autre visuel l'autre jour où on montrait des caissiers aux Arcs, à la station des Arcs, qui montraient tout le personnel des Arcs, les gens qui sont chauffeurs de dameuses, caissiers au Sherpa du centre des Arcs, etc. Donc, on montre les visages, on incarne avec beaucoup, beaucoup d'authenticité. Et là, vous voyez un enfant dans les bras de quelqu'un qui est salarié de la structure. Ça montre bien qu'on est complètement dans un schéma familial, qu'on n'essaie pas de tricher, de se montrer autrement. Donc, la marque, aujourd'hui, l'entreprise fait confiance à ses équipes. Et là, il n'y a pas eu de mise en scène en disant, tiens, tu vas amener ton fils, ça va être sympa, on va faire… voilà, c'est pas calculé. En fait, c'est comme ça qu'on est. Et un peu, venez comme vous êtes, comme disait McDo. Et ça va encore plus loin, puisque là, on reste en Normandie avec ces exemples-là. On est même sur des contenus esthétiquement, enfin, c'est pas beau, quoi. Ces gens sont très beaux, mais la manière de les mettre en scène, elle est pas belle. La photo n'est pas très droite, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de… Voilà, c'est pas ça qui compte, en fait. C'est l'humain qu'ils ont mis en avant en premier. C'est Catherine qui est là. C'est Ruiz et Amélie qu'on voit ici. C'est eux qui comptent, en fait. Et l'histoire qui font qu'ils sont là, qui est chouette. Vous mettez une photo de boutique avec des sacs à main et des crayons, ça ne marche pas sur les réseaux sociaux. Et vous le faites en racontant l'histoire de Catherine qui arrive du Canada. Bon, bah, ce n'est pas la même. Et là, les gens s'engagent. Et la page est assez petite d'ailleurs, hein, 200 likes et 20 commentaires, c'est pas mal. Et bien évidemment, on ne peut pas non plus se mentir non plus, c'est que quand on met les moyens, là c'est le cas de Visit Flanders, donc la Belgique flamande qui est notre client, et pour laquelle on a sollicité Marie, qui est une photographe qu'on connaît bien et qui est très talentueuse, et en mélangeant le talent d'une photographe influenceuse qui nous a fait des contenus verticaux sur place, en reportage, et le talent de notre équipe créa, on a repris la plateforme de marque noire et jaune que vous voyez de Visit Flanders, avec le petit logo, le lion, la tête de lion en haut à droite, Visit Flanders, légère. En faisant du storytelling, donc c'est un vrai guide, un mini-guide d'un week-end dans les villes d'art de Flandre, et en utilisant les stories Instagram. Donc là, on est dans un mélange de plein de choses, du storytelling, de la marque, de l'incarnation, un peu de fun, parce qu'il y avait aussi 2-3 trucs marrants, de la pédagogie aussi, vraiment, c'est aussi un peu sérieux, on peut vraiment apprendre des choses en regardant ces stories. Bref, on est dans quelque chose de très efficace. En tout cas, on était très, très heureux des résultats. J'avance avec un sujet
hyper important, c'est que tous ces contenus, notamment des contenus chers à produire, entre guillemets, comme cela, ne seraient rien, et je dis rien, sans activation publicitaire. On doit pouvoir agir sur la performance, même locale, grâce aux publicités. Et nous, on aime bien parler de médiatorial, c'est-à-dire qu'on va même mélanger l'éditorial et le média, la publicité et les publications. Et donc, on conçoit un planning de médiatisation autour des publications naturelles, celles qui sont visibles à tous vos fans et à tous vos abonnés, mais qui sont parfois pas vues parce qu'il y a des algorithmes qui font que ce n'est pas parce que vous avez 10 000 fans que vous mettez un post et vous êtes vu par 10 000 personnes. Et donc, on peut amplifier la portée d'un message à des centaines, des milliers de personnes grâce à la publicité. Et c'est le retour de la segmentation dont je parlais tout à l'heure, avec un terme un peu technique et un peu barbare, excusez-moi, ce sont les dark posts, c'est-à-dire qu'on peut décider qu'une publication émise par Pyrénées de Vallée, par exemple, ne va être visible qu'à des Parisiens et écrite pour des Parisiens. Vous partez de Paris, venez nous voir, venez faire vos vacances chez nous, etc. Et ne sera visible de personne d'autre. Et ça, c'est la magie de la technique des innovations digitales et des plateformes telles que Facebook, c'est qu'on peut rendre un post visible uniquement aux personnes qui nous intéressent et pas aux autres. Parce que quand on écrit « Salut les Parisiens, venez en vacances chez nous », évidemment que les Toulousains, les Bordelais, les Montpellierins, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie de voir ça. Et donc, on peut personnaliser le message. « Salut les Bordelais, venez chez nous. Salut les Toulousains, venez chez nous. » Évidemment, il faut reformuler, mais c'est ça l'idée. Et donc, on a une stratégie de rayonnement qui va du régional à l'international. Quand je dis international, pour vous, je pense bien sûr à l'Espagne, mais pour les Alpes, on va penser à l'Italie, à la Suisse, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, évidemment, qui est extrêmement représenté également. Et donc, on a des stratégies de rayonnement et la publicité nous permet d'aller les activer. Alors, de les activer avec quoi? On revient sur des piliers. Là aussi, en publicité, en activation de la marque, on ne fait pas tout en même temps. On a d'abord un premier pilier qui est la notoriété, la découvrabilité, exister. Pour la plupart d'entre vous, je prends n'importe quel Français moyen, vous n'existez pas. Il ne sait pas qui vous êtes. Il sait ce que c'est que l'Alsace, la Bretagne, la Corse, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Le Pays Basque à la limite, les Pyrénées, ça commence déjà à être un peu compliqué, quoi. La vallée du Louron, là, on est dans des trucs stratosphériques. Le Béarn, pareil. La Chalosse, je ne vous en parle pas, moi je suis de la Chalosse. Donc, il y a énormément de territoires et de zones françaises qui ne sont pas connues et dont il faut appuyer la notoriété. Ça se fait à travers la marque et les contenus, mais ça se fait aussi à travers l'activation publicitaire. Le deuxième enjeu, c'est l'engagement, la considération. C'est-à-dire que OK, j'ai compris que dans les Pyrénées, là, il y a 2-3 zones qui me plaisent. Là, il y a 2 vallées, là, ça a l'air cool. En plus, il y a l'air d'y avoir une structure, de l'accueil. Je peux y aller l'hiver, je peux y aller l'été. Voilà, j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait là. Ou alors, j'habite à côté, ou j'habite dans la région. Et je sais que, bon, c'est peut-être l'occasion de changer un peu de crèmerie. Et là, il y a une destination qui se renforce. Voilà, je suis intéressé. Je vois une vidéo passer, je la regarde. Je vois une photo sympa passer, je la like ou je la commente. Et le troisième pilier, c'est la performance. C'est se dire que une fois qu'on est connu, une fois qu'on a une belle offre, une fois qu'elle est interprétée, là, on peut envoyer de la proposition de séjour, de la proposition de nuitée, de la proposition de transport, d'activité sur place, etc. On peut l'envoyer très en amont du séjour et on peut l'envoyer pendant le séjour. Et c'est là aussi l'enjeu de la publicité, c'est qu'on peut toucher sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, directement, immédiatement, des gens qui sont actuellement en train de faire du tourisme chez vous, là, maintenant, tout de suite. Je prends un exemple de boutique ou d'office de tourisme, de restaurant. C'est un peu comme Waze, l'application mobile de guidage de voiture. Grâce à la localisation, on sait qu'il y a des gens qui sont à cet endroit-là.
Et donc, on peut leur envoyer des publicités localisées à cet endroit-là et qui, par conséquent, vont être hyper efficaces parce que le drive to shop, comme on dit, va permettre d'envoyer des personnes à pied ou en voiture directement vers une boutique, un restaurant, en leur proposant cette expérience-là. Et ça ne se fera pas sans un storytelling préalable très incarné et très inspirant. Alors voilà les étapes. Engager les communautés, ça va être des contenus comme ça. D'ailleurs, notre président était dans le Lot hier, avant-hier, donc c'est exactement ce genre de publication que le Lot fait depuis quelques mois. Toucher, recruter, cibler, retoucher, retargeter, engager, ça va plutôt être des publications comme ça, qui peuvent être d'ailleurs segmentées par thématique, où là, on est déjà plus sur l'appel à l'action, hein, likez, suivez-nous, engagez-vous, allez voir, etc. Et puis, la commercialisation, c'est ça. Et il est évident que la commercialisation, quand vous ne connaissez pas Saint-Martin-de-Belleville, quand vous ne connaissez pas Dinan-Vallée de la Rance, bon, expérience Côte d'Azur, on comprend un peu plus déjà, mais les deux premiers, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est Dinan-Cap-Fréhel, sincèrement, la chance que cette publicité soit cliquée est quand même extrêmement faible. Donc, Dinan-Cap-Fréhel, qu'on accompagne, a bien sûr adressé cette publicité à des personnes, uniquement à des personnes qui connaissent la destination et qui ont déjà été exposées à la destination. Soit elles sont déjà allées sur place, soit elles habitent dans le coin, soit elles sont déjà allées en Bretagne Nord. Et donc, elles connaissent peut-être Dinard, Saint-Malo, Rennes. Et donc, Dinan, voilà, ça leur parle. Elles savent ce que c'est. Et elles savent aussi que Dinan est l'une des rares cités médiévales de caractère de Bretagne qui a autant de patrimoine et c'est un bijou. Et donc, forcément, que quand on vous propose une nuit d'hôtel et la deuxième à 50% dans un cadre comme celui-là et que c'est un bijou et que vous le savez, là, la performance est au rendez-vous. Mais le storytelling a été fait en amont. Et la marque a été posée en amont. Quand la publicité arrive, le terrain est déjà préparé. On a déjà savonné un peu la planche, quoi, pour rigoler. Donc, l'écosystème Facebook dont je parlais, je ne vais pas dire nous on adore parce qu'on n'a pas d'action chez Facebook, mais néanmoins, c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout marketeur, web marketeur, c'est qu'une fois qu'on a bien posé sa marque et son identité, on est dans des capacités de ciblage et de segmentation qui sont phénoménales. La géolocalisation, le statut sociodémographique, la relation entre ma marque et mes fans et les amis de mes fans et les gens qui ont déjà participé à un de mes événements, etc. Les centres d'intérêt, évidemment, l'écotourisme, etc., dont je parlais. Bref, c'est d'une puissance redoutable. Mais sans maîtrise de la puissance, n'est rien, comme je disais. Et donc, ce sont vraiment les histoires qui vont faire la puissance de cet écosystème. Voilà un exemple de tunnel, entre guillemets. J'aime pas trop tunnel, on va dire de billard efficace avec un parcours intelligent. Le poste de gauche, pays des écrins, pure contemplation, pure inspiration. On est là pour dire le pays des écrins, c'est joli. On utilise de la photo, de la multiphoto, c'est contemplatif. Les gens se font une idée. Voilà. Pays des écrins, je connais de nom, je vois vaguement ce que c'est, je crois que c'est beau, mais je n'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Ah ok, ça ressemble à ça, d'accord. En parallèle, alors là, mais ça a été fait après en fait, en parallèle et après, on peut avoir une demande un peu plus insistante. C'est-à-dire que les gens qui ont vu le premier post, on va leur proposer de regarder une vidéo qui dure 3 minutes, c'est quand même long, qui est un peu pointu, c'est sur la sylvothérapie. Mais ils ont déjà liké le post d'avant. Donc, a priori, ils aiment bien le pays des écrins, quoi. Ça leur parle bien, les contenus qu'on leur a envoyés. Et là, on a réalisé une vidéo qui est destinée, non pas à tout le monde, mais aux gens qui nous connaissent déjà un peu, afin de leur proposer de découvrir quelque chose. On n'est pas dans l'achat, là. On leur propose de découvrir quelque chose qui est une activité et bien sûr qui va dérouler ensuite vers quelque chose de payant. Mais et là, on est juste dans la proposition de vue. Et puis le troisième poste, le troisième message à droite, c'est l'offre. Là,
sans détour. Clic, poste lien, objectif, clic. Cet hiver, ski en famille, voilà, près de chez vous. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de. Voilà. On est vraiment dans une démarche de transformation et de performance. Voilà comment on crée un système intelligent où la marque s'exprime d'une certaine manière à un certain moment et déroule ensuite sa communication d'une autre manière. Et là, vous avez 3 formats, 3 productions. Donc, c'est chronophage, ça nécessite un peu d'énergie, mais ça nécessite surtout de se mettre ensemble, en fait. Et évidemment que je vous souhaite à la plupart d'entre vous de faire ça, mais je vous le dis tout de suite, il y en a une grande partie qui ne peuvent pas le faire. C'est trop cher, c'est trop ambitieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, vous pouvez faire plein de trucs, mais une campagne comme ça, c'est assez ambitieux. C'est pour ça qu'il y a des destinations, il y a des structures, je ne dirais pas au-dessus de vous, hein, pas du tout, mais à côté de vous qui vous accompagnent et qui sont en capacité d'aller faire ce genre de campagne au niveau national, voire au niveau international. Après, il y a des techniques. Est-ce que mon message, je le mets en placement automatique, en placement manuel? Bon, je vais passer rapidement là-dessus, mais sachez qu'aujourd'hui, la publicité pour les nuls sur les réseaux sociaux, on y est presque. C'est vraiment facile, presque, aujourd'hui, d'amplifier son message. Encore une fois, le problème n'est pas de faire de la pub. Le problème, c'est l'histoire qu'on raconte. Et puis, on peut segmenter. On peut énormément segmenter. Et c'est là que ça se complexifie aussi un petit peu, mais c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, si je vous en parle, c'est que c'est possible. Voilà une campagne pour la Normandie, par exemple. On a fait la même pour Savoie-Mont-Blanc, on a fait la même pour Montagne du Jura, on accompagne de nombreuses destinations de montagne et françaises. Et on a donc proposé une segmentation par type de clientèle, les enfants, les jeunes, les femmes, les couples, les familles, les seniors, etc. et d'autres. Et on a proposé des visuels et surtout des landing pages, des pages sur des sites vers lesquels rediriger ces offres. Et je dirais même des pages, non pas sur le site de Normandie Tourisme uniquement, mais aussi sur les sites des partenaires. Et donc, cette campagne assez complexe a permis de générer beaucoup de trafic, beaucoup de considérations et, je crois savoir, beaucoup de ventes aussi, en segmentant. Donc, on n'a pas dit, voilà tout ce que vous pouvez faire en Normandie à tout le monde. On a segmenté et on a dit, tiens, toi, tu es un enfant, je pense que ça te dirait. Toi, tu es un ado, voilà, je pense que ça te dirait. Toi, tu es une femme, voilà, peut-être que ça peut te tenter. Une femme avec des profils spécifiques, etc. Vous deux, vous êtes en couple, etc. etc. Voilà un exemple de campagne menée pour les producteurs locaux et avec une écriture qui a été pensée pour s'adresser à des personnes qui connaissaient déjà la destination. Donc, une mécanique bien pensée, c'est une marque bien pensée. Pardon. Une communication bien pensée, c'est une marque bien pensée, mais c'est aussi une mécanique publicitaire très bien orchestrée. Au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, avec un système de cascade entre l'engagement et la notoriété qui sont en haut et la performance et la conversion qui sont en bas. Tout ceci est bien joli, mais il y a une autre manière qui n'est pas alternative, qui est complémentaire, qui est même nécessaire d'exister et d'être performant en tant que marque sur les médias sociaux et de se poser en tant qu'identité, en tant que personnalité numérique. C'est la conciergerie. La conciergerie, c'est-à-dire que c'est la manière dont on va transposer le métier de conseil en séjour, le métier d'hôtelier, d'hébergeur, le métier d'office de tourisme vers le numérique. La conciergerie numérique, c'est donc un besoin, déjà, un contexte qui fait que les audiences, aujourd'hui, ont besoin d'être rassurées, oui, à l'approche de l'été. Qu'est-ce qu'il advient de leur réservation, même s'ils viennent de réserver? Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce qu'ils peuvent se faire rembourser s'il y a un problème, une annulation? Est-ce que leur séjour est faisable? Et dans quelles conditions? Est-ce que ça va être totalement complet ou est-ce qu'il va y avoir une légère dégradation? Est-ce qu'il va falloir rogner sur quelques
quelques prestations qu'ils avaient peut-être l'habitude d'avoir par le passé. Et donc, c'est hyper important de se mettre au service de ces clientèles avec ces problématiques-là là, tout de suite. Et puis de se rendre compte que la conciergerie numérique prend du temps et nécessite une allocation du traitement des demandes individuelles de plus en plus importante. Elles sont de plus en plus importantes, elles sont de plus en plus décalées aussi dans le temps, horaires décalés, soirées, week-end. Attention, ne vous montez pas la tête avec des trucs impossibles. C'est très simple, en fait. Vous avez des outils sur Messenger, sur Instagram, sur Facebook, qui permettent aujourd'hui d'être très réactifs aux questions posées, mais surtout de ne pas laisser les gens attendre 24 heures ou 48 heures à répondre à leurs questions, parce que s'ils utilisent les réseaux sociaux pour vous contacter, c'est qu'ils ont été séduits par vous, votre communication leur plaît, et donc ils ont envie d'avoir une réponse. Ils vous interrogent pour avoir une réponse, et l'impatience est vraiment perceptible quand les délais, les temps de réponse ne sont pas bons. Donc, quelques conseils pour parler de manière très opérationnelle, mais c'est important. C'est d'abord de paramétrer ce qu'on appelle le messaging, c'est de paramétrer les espaces sur lesquels vos clients vont vous contacter, et notamment Messenger. Messenger, c'est la messagerie qui est associée à votre page Facebook. Et donc, on peut paramétrer cette messagerie d'abord en écoutant et en comprenant les demandes qui vous sont envoyées par message privé. Donc, certains d'entre vous doivent recevoir des messages privés assez régulièrement de demandes de devis, de demandes de réservation. C'est quoi en fait? Les gens, quand ils vous contactent, c'est pour vous dire quoi? Vous pouvez personnaliser les réponses, vous devez même personnaliser les réponses et puis reboucler avec l'éditorial. C'est-à-dire que si tous les jours ou toutes les semaines, vous avez des gens qui vous disent « il y a quoi dans le petit déjeuner ?» de votre page Facebook ou votre compte Instagram d'hôtel, c'est qu'il y a un souci sur la communication de votre petit déjeuner. C'est aussi simple que ça. Et donc, reboucler avec l'éditorial, c'est rappeler à une communauté que vous proposez ça, vous faites ça. Oui, c'est prévu. On avait la question sur l'ouverture des calanques dans les Bouches-du-Rhône. On avait la question sur c'est quoi Savant Mont Blanc en fait? Vous êtes qui? C'est quoi déjà Savant Mont Blanc? Je ne vous connais pas moi. C'est qui Savant Mont Blanc? Ah ben, Savant Mont Blanc, c'est l'organisme de promotion de la Savoie et de la Haute-Savoie réunis. Et c'est une identité territoriale. Voilà. Et donc, petit à petit, on a rebouclé avec l'éditorial pour raconter ce que c'était que Savant Mont Blanc et faire comprendre aux gens que c'est une destination et que ce n'est pas du fromage blanc, quoi, ni de la crème caramel. Voilà, je vous montre quelques exemples de comment paramétrer. Vous aurez la vidéo après pour voir un petit peu comment fonctionne le paramétrage, mais c'est hyper utile. Voilà les exemples en fait, de l'utilité et ça peut vous paraître anodin, mais la marque, elle existe aussi là, en fait, sur comment elle rend service. Le Calvados, est-ce que des questions en fait, sont proposées? Des questions sont toutes prêtes dans cette interface Messenger pour Facebook. On peut donc paramétrer des questions à l'avance pour se simplifier le travail. Le Calvados, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre magazine? C'est quoi les incontournables à visiter? Et derrière, en fait, ces questions déjà en amont ont été préparées parce qu'elles étaient souvent reçues, donc les équipes les ont reformulées facilement. Et derrière, il y a bien sûr des réponses personnalisées qui sont préparées également. Et tout ceci est semi-automatique. Le lac d'Annecy, quelle est la météo? Quels sont les hébergements, etc., etc. Là, c'était un peu technique, c'était pour vous parler des étiquettes. C'est bête, mais les étiquettes sur la catégorisation des messages, on est sur un élément un peu technique, mais c'est ça qui va permettre également de réécrire la plateforme de marque parce que vous avez noté qu'il y a de nombreuses questions sur cette thématique-là. Quand vous recevez des messages, des questions et des commentaires sur vos posts. À question précise, réponse précise, le nombre d'acteurs qui se privent d'une bonne image parce qu'ils bottent en touche, ils renvoient vers un numéro de téléphone, ils renvoient vers un formulaire. Non, en fait. All in app en anglais. Si les gens ont posé la question à cet endroit-là, ils veulent la réponse à cet endroit-là. De nombreux acteurs, et même des grandes marques,
J'ai eu le coup avec un aspirateur, une marque d'aspirateur l'autre jour. Je pose une question sur un modèle d'aspirateur et cette marque me répond « Ah, pour ces questions-là, merci de contacter le 08, machin et tout. » Bah non, en fait. Ça sert à quoi d'avoir un chat ouvert avec toutes les questions qu'on peut poser si vous me dites tout de suite, bah non, en fait, ta question, elle est trop compliquée, appelle le service, machin. Ma question était hyper simple. Donc, beauté en touche, c'est juste une déception totale et c'est à vous faire dégoûter de jamais acheter cette marque d'aspirateur ou de jamais consommer cet hôtel ou utiliser cet hôtel ou de jamais aller dans cette destination-là. Donc, c'est vraiment hyper important. Et ce rebouclage avec l'édito dont je parlais, c'est comment, aussi dans les commentaires, on peut compléter une publication. On sait bien que mettre des tartines de texte dans un post, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas engageant, ça ne plaît pas, etc. Et donc, on peut scinder en deux. Vous pouvez faire un texte inspirant qui accompagne, comme là avec Lascaux, une publication, et puis commenter votre post avec d'autres informations pratiques qui vous permettent de jouer votre rôle de conseiller en tourisme. Pour l'analyse et le partage, je vous passe ça. Alors, on en vient non pas au clou du spectacle. Il est 19h15, donc on a un bon quart d'heure pour aborder cette partie-là qui est vraiment hyper importante chez vous, puisque on a une marque récente, une identité qui se construit, des territoires, bien sûr, centenaires, voire millénaires, qui n'ont pas attendu un chapeau de marque pour exister, mais un besoin de comprendre, en fait, pourquoi il faut jouer collectif, il faut s'articuler autour d'une marque forte, y compris la vôtre, pour exister sur le digital, c'est-à-dire exister partout, parce que la communication digitale et la communication tout court ne font quasiment plus qu'un. Alors, notre vision des choses, et ce que je peux vous dire, c'est que personne ne m'a dicté cette slide. Je tiens à dire qu'on est une agence de communication de conviction, et par conséquent, je crois à ce qu'on a mis là, et je ne suis pas l'ambassadeur ou le client ou le prestataire de telle ou telle structure. Ce que je dis là, c'est valable pour Pyrénées-de-Vallée, c'est valable pour Montagne du Jura, c'est valable pour Savoie-en-Blanc, c'est valable aussi pour des territoires comme l'Auvergne, pour lesquels on ne travaille pas. Bref, avoir une marque forte, je peux vous parler par exemple de la Corrèze, qui, il y a quelques années, avait un déficit de notoriété très important sur l'approche nationale. La Corrèze, c'était la rigolade, quoi, hein. Je vais en Corrèze, ah oui, d'accord, ok. Et pourquoi pas aller en Corrèze aussi tant qu'on y est. Enfin, voilà. Capital sympathie, hyper faible. Petit à petit, grâce au storytelling, grâce à des contenus, grâce à un contre-pied aussi, avec un peu d'humour, on a positionné la Corrèze comme une destination considérable, au sens de à considérer, là où c'était une destination non considérable et non aimable. La Corrèze, en plus accélérée avec la crise sanitaire, devient un territoire à faire, quoi. Vraiment une destination à voir une fois dans sa vie et hyper intéressante pour des vacances en France. Une marque globale, une destination de dimension nationale, comme celle qui est proposée par Pyrénées-de-Vallée, c'est une logique de légitimité et de puissance pour séduire des clientèles qui sont de plus en plus éloignées. Attention, on ne va pas aller chercher les Chinois là. On va chercher des gens qui sont parfois plus loin que ce que peuvent se permettre des offices de tourisme très locaux et des prestataires très locaux. Il faut des moyens importants pour la promotion d'un territoire sur les réseaux sociaux et sur le digital. Il faut des contenus inspirants, comme je vous l'ai dit. Et l'idée, c'est que chacun puisse aussi, dans un effort collectif, reprendre et partager pour ses usages l'effort d'une marque de destination d'envergure nationale. L'objectif, in fine, c'est que ce n'est pas de tous disparaître derrière une marque. Si vous voyez Savoie-Mont-Blanc, je reprends cet exemple parce qu'il est fort, toute proportion gardée. Évidemment que La Plagne, Val Thorens, Valloire continuent d'exister. Ils n'ont pas perdu un centimètre, ou les Arcs,
Ils n'ont pas perdu un centimètre de leur identité. Simplement, ils se sont maillés. Il y a un écosystème. Il y a une synchronisation des communications. Il y a une mutualisation des moyens. Là, ils ont fait les assises Savon-Mont-Blanc il y a quelques jours. Donc, l'idée, c'est qu'on arrête de tirer chacun dans tous les sens et chacun avec ses petits budgets et chacun avec sa petite énergie. On se met tous ensemble. Il y a des structures qui sont en capacité de faire des choses. Par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a la capacité d'aller chercher des Chinois, s'il fallait y aller les chercher. Savon-Mont-Blanc a la capacité d'aller chercher des Français et des limitrophes, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, etc. Et les offices ont la capacité, bon, certains à l'étranger, mais surtout sur la France et surtout sur le départemental et le régional, d'aller voilà. Ça, c'est bien construit. Ça passera, et ça passe déjà, par la valorisation des professionnels entre eux. Et les médias sociaux permettent énormément de faire ça. Un territoire, c'est des dizaines d'acteurs, du tourisme, de la culture, des loisirs. Ils sont tous, vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous suivez mutuellement? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous êtes dit, bah, tiens, lui, il a fait un truc chouette, je vais le partager. Moi, je vais faire un truc chouette, je vais lui dire, tiens, si tu veux, tu peux prendre ma vidéo et l'utiliser. Dans une approche beaucoup plus décrispée, je ne dis pas que vous êtes crispé, hein, mais cette problématique, on l'a absolument partout. Donc, ça ne peut que faire du bien d'entendre ce message, de travailler ensemble, de mutualiser son énergie et ses contenus, et de se citer mutuellement, de se valoriser mutuellement pour diversifier aussi sa ligne éditoriale. Il faut s'aider un petit peu parce que raconter toute la journée ce qu'on fait dans un hôtel, c'est lassant. Par contre, se dire qu'à 2 km de l'hôtel, il y a un prestataire de montgolfière et que tiens, et si en fait le prestataire de montgolfière, il parlait de mon hôtel et que moi je parlais de sa montgolfière, ou même dans un seul sens d'ailleurs, c'est dans votre intérêt. Donc c'est hyper important de ne pas être auto-centré et de considérer la touristicité tout entière du territoire, y compris vos concurrents. Excusez-moi, mais y compris vos concurrents. Et oui. Et oui. Il a fallu attendre un attentat à Nice pour que les villes de la Côte d'Azur commencent à travailler ensemble. Et bien, c'est triste, en fait. Et aujourd'hui, les destinations de la Côte d'Azur se sont réorganisées pour travailler beaucoup plus ensemble, avec le CRT Côte d'Azur, mais chacune avec leur identité, que ce soit Cannes, Mandelieu, Nice, Èze, Saint-Paul-de-Vence, etc. Valoriser les artisans. On est dans une nouvelle ère, comme je disais, où les artisans sont hyper attendus dans une expérience touristique. Et en plus, ça fait du bien parce que c'est le type de contenu que les gens adorent. Et là, encore une fois, à droite, les photos que vous voyez, elles sont sincèrement pas très jolies. Peu importe, ça a cartonné. Cette publication de Pornic à côté de Nantes, elle a cartonné et pourtant, elle ne parle pas beaucoup de tourisme. Elle parle d'un savoir-faire local, d'un lieu qu'on peut visiter, faire du shopping quand on fait du tourisme. Et donc, on est sur une attractivité. On renforce l'attractivité de l'offre à travers celle des artisans. Et en plus, on crée un maillage. Donc, ce n'est pas que l'affaire des professionnels du tourisme entre eux. Après, vous avez tous connaissance qu'on est dans une bataille de l'attention, dans les fils d'actualité. Donc, l'infobésité pose des problèmes de visibilité. Donc, se faire la guéguerre entre les uns et les autres, voilà, on accentue cette problématique de mutualisation et de faire les efforts communs. Donc, quand on sait que l'authenticité et la créativité sont essentielles pour engager les communautés et séduire les prospects, chaque semaine, on doit se poser la question de la créativité, de comment je peux recycler des contenus, réutiliser des contenus, sans forcément que ce soit des choses coûteuses, et comment je peux exister, et je vous parlais de la Corrèze avec Tulle, là, par exemple, de manière créative. Et là, on reprend des codes un peu de Google Maps, par exemple, avec des photos d'animaux géolocalisées à travers le territoire de Tulle en Corrèze. Et évidemment que cette publication peut très bien valoriser des partenaires, des villages, des zones qui sont parfois un peu éloignées de Tulle, d'ailleurs.
Et puis créer son réseau des réseaux, là j'avais fait une petite allusion, mais j'y reviens, c'est que vous êtes tous, si vous êtes présents à ce webinaire, c'est que vous êtes intéressés par le community management, par le digital, par la communication digitale. Pourquoi ne pas se rassembler? Vous avez un métier en commun, celui de devoir faire, d'avoir envie de faire la promotion de votre établissement, de votre structure, de votre territoire. Voyez-vous, structurez-vous. Moi, c'est une proposition de créer son réseau des réseaux. Ça peut être une autre. Voilà les pros de la Côte d'Azur qui l'ont fait, comme je l'ai dit, là en 2019, et qui poursuivent cette initiative, mais il y en a eu d'autres, de se voir, d'échanger les bonnes pratiques. Ensemble, on va plus loin. Et donc, en se rapprochant les uns des autres, on a des marques plus fortes. Je vous rappelle qu'une marque de territoire, un territoire perçu, c'est ce qu'on appelle la réputation et l'irréputation. Ce n'est que la somme des réputations de chacun d'entre vous. Si chacun est plus fort, la destination est plus forte. Alors, quelques convictions pour terminer. S'unir. Moi, je suis certain que pour faire rayonner la marque Pyrénées de Vallée, il faut s'unir et vous avez toutes les clés en main pour le faire. J'ai bien regardé qui vous étiez, ce que vous faisiez. Donc, je suis assez convaincu, et là, c'est Nicolas qui parle, vraiment. Je suis persuadé que vous avez une belle marque entre les mains et que vous pouvez vraiment en faire quelque chose en vous unissant. Travaillez cette image commune, votre ADN commun sur les réseaux sociaux, dans vos lignes éditoriales, mais pas que. Je pense qu'il y a encore des disparités. Et il faut s'aider mutuellement, quoi. Parce qu'il n'y a pas encore de lisibilité. Je suis allé voir vos différents canaux sociaux, etc. Il n'y a pas encore de lisibilité entre qui est qui. Est-ce qu'on est sur le même territoire, la même destination? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Si vous allez voir Val Thorens, le programme Val Thorens United, c'est hyper lisible. Tous les acteurs communiquent autour de Val Thorens United. Et cet ADN commun, il est perceptible sans écraser les individualités et les structures de chacun. Ensuite, il y a un travail opérationnel à faire sur les audiences. Qui vous voulez cibler? Qui va se charger de toucher qui? Et l'engagement, comment sur chacune des plateformes, que ce soit de LinkedIn à Facebook, à Instagram et des autres, comment on va écrire des lignes éditoriales de séduction. Et ce n'est pas que l'affaire de Pyrénées de Vallée ou de votre office de tourisme du coin ou du CDT ou du CRT de travailler cet éditorial et cette séduction et ce positionnement. Je pense qu'il y a un travail aussi sur l'offre, hyper important. C'est bien de raconter des trucs, c'est bien de demander aux gens de venir, mais il y a forcément une tactique qui va être super efficace si vous arrivez à segmenter vos cibles affinitaires et adapter vos activités, vos offres et vos événements en fonction de leurs attentes. J'enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas fait partout. Presque partout, ce n'est pas fait. Et donc, vous ne faites pas exception. Et je pense que le fait presque de créer des offres en fonction des attentes du moment, c'est ultra performant pour votre stratégie de communication et pour les retombées économiques, évidemment. Nicolas, oui. Si je peux me permettre, par exemple, je vais prendre cet exemple, travailler les offres. Est-ce que sur nos canaux de communication, donc sur nos canaux, que ce soit Facebook ou Instagram, quand tu dis travailler des offres, est-ce que ça veut dire entamer un processus de commercialisation, mettre une offre, par exemple, nous, on en a plein des offres, hein, parce que nous, on valorise les offres de nos prestataires sur le territoire. Est-ce que c'est carrément mettre une offre, voilà, à partir de, vous avez tant, vous avez un package rando ou chèvrerie, le gîte avec bain nordique. Est-ce que c'est ça qu'il faut valoriser et mettre directement? Parce qu'effectivement, nous, on a, comme tu l'as évoqué, on a aussi une stratégie digitale dans chaque office, enfin, du moins dans ceux qui prennent ça sérieusement. Une stratégie digitale. Dans la nôtre, je prends Pyrénées de Vallée, hein, l'exemple. On a toujours fait attention à ne pas mettre de prix, pas mettre
d'offres qui apparaissent sous une forme commerciale, du moins. En fait, notre but, c'est de valoriser notre produit. C'est certes le territoire, mais c'est tout ce qu'il offre, c'est-à-dire tous les différents hébergeurs. Et donc, en fait, on valorise le territoire en fait, à travers les belles images, à travers les discours, à travers des interactions, mais sans parler véritablement des offres en elles-mêmes. On renvoie vers ces offres, mais on ne les montre pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, il y a ce point-là. Et il y a l'autre point, c'est aussi au niveau de l'information. Nous, on ne met pas directement des informations parce que moi, là, quand je suis arrivé, moi, ma peur, c'était que ça ressemble à des réseaux sociaux de mairie où effectivement, Ouais. tu as tout de l'information, même des choses qui sont essentielles pour nous, par exemple, ou qu'on demande par exemple beaucoup en office, à savoir l'ouverture d'école, parce que souvent, de nombreuses reprises, elles sont fermées. Donc, nous, on est au courant au jour le jour, on peut informer, ou des pistes de ski ouvertes, fermées, le pourcentage de domaines qui est ouvert, ce genre de choses. Ça, on n'utilise pas nos canaux comme point d'information. On préfère qu'ils nous appellent et on les informe, mais on utilise nos canaux comme un moyen plus de leur faire découvrir, voilà, pour d'une part la notoriété, c'est généralement de la notoriété, et même pour nos fans. Et d'où des fois ça se pose cette question, ça met dans une autre destination où je travaillais, où c'était un peu plus développé, s'était posé la question, est-ce qu'on ouvre d'autres pages Facebook pour passer les fans qu'on connaît et pour interagir de manière différente? Ça revient à la question de départ dont tu disais, entre la notoriété et l'engagement, mais aussi entre ceux qui nous découvrent et ceux qu'on connaît déjà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, par exemple, je dis des pages françaises, on peut ouvrir d'autres pages françaises pour avoir des fans qui interagissent beaucoup plus, mais sur d'autres différents sujets, ou tout simplement des différentes pages en langue étrangère. Non. Ça aussi. Non, alors langue étrangère, c'est un autre sujet, mais alors je vais répondre à tes deux questions. Je vais répondre oui à tes deux questions, dans le sens où oui, il faut communiquer sur des offres et oui, il faut communiquer sur des informations. La question, c'est juste comment. Et que, encore une fois, il est très compliqué d'adresser des offres à des gens qui ne vous connaissent pas. Et qu'arriver brutalement dans le fil d'actualité de quelqu'un sur Instagram, Facebook ou ailleurs, en leur disant c'est 590 € la semaine, on reste un peu interdit, quoi. On reste un petit peu dans l'incertitude de l'intérêt de cette offre. Alors que si on a été sensibilisé à la destination, qu'on la connaît déjà, ou qu'on a une vague idée, même une idée précise de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, de cet endroit dont on a entendu parler, d'un circuit de bouche à oreille ou d'inspiration à travers des contenus, alors là, oui, là, il y a un véritable intérêt à envoyer des offres. Donc, envoyer des offres, oui, mais pas n'importe comment. Là, on est beaucoup plus sur un levier publicitaire. Et donc, c'est ça, en fait, la mécanique publicitaire, la logique publicitaire, c'est de se dire qu'il y a des publications qu'on adresse à des gens qui ne nous connaissent pas et il y a des publications qu'on adresse à des gens qui nous connaissent. Donc, c'est ça la segmentation. Par exemple, je me mets dans la peau du Pays d'Arles Soir, qui est une structure complémentaire à la nôtre. On travaille ensemble, où ce sont des visites guidées. Je me mets aussi dans la peau, par exemple, d'un prestataire d'activité qui a sa page Facebook ou d'un hébergeur. Quelle stratégie adopter? Parce que eux, du coup, ils ont… nous, en tant qu'office de tourisme, on a plus de matière à présenter, dans le sens où nous, on présente l'ensemble du territoire. Eux, c'est vraiment leur business qu'ils vont présenter. Donc, la communication va être différente. Elle va être, je trouve, beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire œuvre de beaucoup plus de créativité pour ne pas ennuyer ou pour provoquer de l'interaction avec des gens qui likeraient leur page. Oui, alors pas forcément. En fait, il y a des hôtels qui sont beaucoup plus inspirants que des offices de tourisme et des offices de tourisme qui sont beaucoup plus ennuyeux que des hôtels. En fait, on peut très bien être un hôtel et quasiment se transformer en office de tourisme en parlant de ce qu'il y a à faire autour, en parlant du jardin, en parlant de l'espèce de fleur qui pousse, qui est exceptionnelle parce qu'il y a
un véritable arboretum dans le jardin, de la marque de lit qu'ils ont choisi parce que c'est hyper confortable et de faire des vidéos en ralenti où on saute sur les lits. Il y a plein de manières de raconter un hôtel et il y a de manière hyper engageante et hyper pétillante. Et il y a plein de manières de raconter un office de tourisme de manière hyper ennuyeuse et hyper institutionnelle. Donc, il y a autant d'exceptions. Mais donc, la caricature, et il faut sortir d'un monde institutionnel traditionnel, et quand j'entends institutionnel, j'entends toutes les institutions, y compris des hôtels, en se disant que non, un hôtel n'a pas vocation à parler de prix tout le temps, et non, un office de tourisme n'a pas vocation à parler de notoriété et de séduction tout le temps. Donc, un office de tourisme, il est aussi là pour montrer ce qui est ouvert, pour montrer quelles sont les offres, quels sont les prix, et un hôtel, il est aussi là pour montrer ce qu'on peut faire autour, qui sont les gens qui vont l'accueillir, pourquoi il y a des bons produits à table, quel est le producteur de viande ou de lait ou de légumes qui a fourni cette table-là. C'est qui Mathilde, qui est la femme de chambre de l'aile ouest qui est là depuis 20 ans, etc. etc. Donc, c'est les trois piliers dont je parlais, c'est la notoriété, l'engagement et la performance. Et chacun doit faire ça. Il n'y a pas les offices de tourisme font la notoriété, les hôtels font la performance. Chacun doit faire ça et doit travailler, doit mettre sa pierre à l'édifice pour faire ça. Totalement. En fait, là, je parle en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui assistent au séminaire, enfin au webinaire. Moi, je suis hébergeur, je suis prestataire d'activité, je suis donc ambassadeur de mon territoire. C'est-à-dire que dans ma communication, effectivement, je vais faire comme l'office de tourisme, Bien je sûr. vais faire comme l'ADT, je vais faire comme les CFP. C'est une erreur de ne pas le faire. Voilà, je vais communiquer sur le territoire, sur ce qui, moi, me touche personnellement. Bien parce qu'effectivement, l'office de tourisme est plus une stratégie générale et voilà, là, je peux personnaliser. Je suis prestataire d'activité, je vais personnaliser. Je vais parler de certains bois, certaines randonnées. Je vais parler aussi de mon activité. Donc, effectivement, donc, ils sont ambassadeurs. Comment ils appellent déjà sur Google? Ils ont le terme ambassadeur. Les local guides. Les local guides, voilà. Je suis local guide. Je suis ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et l'office de tourisme a le devoir aussi de montrer la réalité économique et commerciale du territoire avec des offres intéressantes, avec le meilleur restaurant de la ville. Désolé, le meilleur restaurant de la ville. Et ça, c'est ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'ose pas, on a peur en fait. On n'ose pas. Mais je reprends une phrase célèbre qui est, ou célèbre, ou du moins qu'on aime bien, qui est la neutralité va nous tuer. Hein, les clientèles ne sont pas en attente d'un discours neutre. Elles sont en attente d'un discours engagé. Et un discours engagé, c'est hiérarchiser l'offre touristique locale à travers des approches scientifiques qui s'appellent le conseil éclairé. Et ce conseil éclairé, c'est un mélange de trois choses. Les avis et les notes disponibles sur les plateformes d'avis et de notes, parce qu'elles sont fiables, et il n'y a aucun doute là-dessus. La demande qui est faite, parce que la demande, si on veut le meilleur restaurant, on n'a pas dit un restaurant, on a dit le meilleur restaurant ou le meilleur restaurant italien. Ou voilà, c'est la demande. Et le troisième pilier du conseil éclairé, c'est l'expertise du professionnel. Le professionnel, il connaît son territoire. L'hôtelier, il connaît son territoire. Donc, si on demande à l'hôtelier, si on demande à la personne à l'accueil de l'office de tourisme de donner son avis sur le meilleur restaurant italien du coin, on attend qu'elle utilise le conseil éclairé, c'est-à-dire que c'est quoi les avis des gens, des autres, c'est quoi son avis à elle, et c'est quoi la demande, et comment je vais y répondre. Et donc ça c'est hyper important, du coup, de parler pas que du décor et du panorama et de la belle photo. C'est hyper important de parler de l'offre, des gens et parfois de prix. Mais pour parler de prix, qui est un sujet un peu clivant, qui est parfois un sujet un peu brutal dans des réseaux sociaux où on est là pour le plaisir, eh bien, on utilise la publicité pour ne l'afficher qu'à des gens qui sont intéressés en instance 2, en recherche 2, en situation d'être touchables par la publicité et par une publicité créative également. Voilà. Je termine sur, et ça rejoint ce qu'on se dit, c'est la mise en commun des données. C'est hyper important également, c'est qu'aujourd'hui, on a un pouvoir exceptionnel avec les données qui sont stockées dans les plateformes de réservation,
dans les historiques de clientèle des hôtels, dans les historiques de passage, dans les offices de tourisme, dans les restaurants, etc. Vous avez tous une quantité de données exceptionnelle. Mettez-les en commun, anonymisez-les et mettez-les en commun parce que ces données vont vous permettre de toucher les voyageurs à différentes étapes de leur parcours, de générer de la satisfaction client grâce à la personnalisation. Quelqu'un qui est déjà allé dans un hôtel, c'est du pain béni pour un office de tourisme. Quelqu'un qui a demandé des renseignements sur les hôtels dans un office de tourisme, c'est du pain béni pour un hôtelier. L'idée, bien sûr, en restant dans le cadre du RGPD, l'idée est de mettre de plus en plus en commun les données, les informations, les flux, les données en temps réel aussi, pour s'aider mutuellement en se disant, bah là, est-ce que vous n'avez pas des propositions de traîneau à chien? Parce qu'en fait, à l'office de tourisme, nous, on nous demande du traîneau à chien toutes les journées. Et là, les prestataires d'activité vont dire, bah si, peut-être que là, Ah, tu crois que si on avait un traîneau à chien, on aurait de la demande? Bah oui, bien sûr, moi j'ai de la demande. Donc, je pourrais t'en donner. Ah, je vais une montgolfière, mais j'hésite à la mettre en route. Bah si, donne-moi en route parce qu'il y a 4 personnes hier qui m'ont donné de la montgolfière. Donc, en fait, etc., etc. Là, je caricature un petit peu, mais on est vraiment là-dedans. Et évidemment que quand on connaît mieux le client, on accélère fortement sa satisfaction. Et la publicité se nourrit des données, se nourrit de ces catalogues monstrueux que vous avez tous, de ces fichiers Excel monstrueux que vous avez tous, avec des dizaines, des centaines, des milliers de contacts qui sont déjà passés chez vous et dont vous ne faites rien. Je dis vous, la majorité des acteurs du tourisme ne font rien dans toute la France et dans le monde entier de leurs fichiers. Ils ne les utilisent pas sciemment, utilement pour les médias sociaux. Et c'est hyper dommage. Et quand on arrive à l'utiliser, c'est un énorme carton. Je pense aussi, et j'en ai presque fini, que la constitution d'un comité éditorial et digital sont des idées que vous pouvez reprendre. Là, attention, hein, je dresse des grandes idées, des beaux idéaux, mais en mettant en place une coordination globale, un représentant par structure, par exemple, il est possible d'exister en tant que marque de destination, d'exister en tant que structure individuelle, mais aussi en tant que collectif, à travers notamment, nous, ce qu'on aime bien, c'est les fameux COMED, comité éditorial et digital, qui permettent de mettre en commun des idées, de dire, voilà, on est tous dans la même galère, il y a le Tour de France qui passe chez nous dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va en parler? Comment chacun va s'approprier le Tour de France? Comment chacun va bénéficier de cette exposition? Voilà un exemple qu'on a eu d'ailleurs, qui nécessite non pas de faire une réunion, mais d'avoir un vrai comité éditorial parce que, en fait, des Tours de France, vous en avez tous les mois, que ce soit de l'événementiel, que ce soit je sais pas, un restaurant gastronomique qui a été étoilé, ça peut faire venir des clients de partout. Et pour concerner peut-être l'ensemble des offices et des prestataires du coin. Donc, c'est hyper important ce type d'initiative. Et puis, je termine par les moyens. Hein. C'est hyper important de mettre ces moyens humains, budgétaires et matériels, pour que chaque partenaire, chacun d'entre vous soit performant et ne pas se reposer sur les acteurs qui ont le plus de budget, sachant que les budgets se raréfient aussi, et prendre sa place, en fait. Prendre sa place dans la performance social média à travers, à travers des moyens. Et aujourd'hui, vous avez des hôtels, des structures qui, historiquement, ne sont pas celles qui ont en premier un committee manager, une agence de com, des stratégies digitales, mais ceux qui l'ont fait, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous ai mis des petits tutoriels à la fin pour des petits conseils pour partager efficacement un contenu. Mais j'aimerais peut-être qu'on ait quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a sur ce qu'on vient de se dire. Alors, Quentin, je vais peut-être te laisser les… On va laisser peut-être le chat réagir. Je ne sais pas, laisser une minute de Oui, vote. bien sûr.
ouais, pour voir si Je ne sais on pas a si on a eu des questions ou pas pendant la conférence. Si on a des questions. Moi, en tout cas, juste si je peux conclure un petit peu le temps que peut-être que les questions arrivent. Bah, déjà, merci beaucoup pour la présentation parce que moi, j'ai trouvé ça très complet. Enfin, en plus, c'est mon poste pour le coup à l'Office de tourisme. Oui. Bah oui. Je ne sais pas si je peux mettre la vidéo, excuse-moi, pour que les gens me… Oui, je vais arrêter de présenter, oui, pardon. Hop, Voilà. hop. Je crois qu'il faut que tu me remettes la vidéo parce que c'est toi l'animateur. Normalement, tu peux activer ta vidéo. Hop là. Ouais, je peux pas. Bon, c'est pas grave, au pire. On va faire ça. Ouais, juste, moi, c'est mon poste, donc ça me concerne précisément. Voilà, à l'office, on parlait des moyens humains, des budgets, etc. Moi, ça me concerne personnellement. Hop, juste, hop, si je suis animateur. Voilà, impeccable. Et du coup, ouais, en fait, les journées du numérique aussi, ça rentre aussi dans cette idée de coopération, d'augmenter les compétences d'un peu tout le monde dans le territoire. Donc, c'est à destination des socioprofessionnels, mais aussi des éventuels élus qui pourraient se connecter. Je crois qu'on a eu quelqu'un d'une mairie, donc voilà, ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, moi, je trouve que cette présentation, pour ceux qui étaient là le premier webinaire, était bien en continuité du premier en allant plus loin sur la question des médias sociaux. Donc, le premier webinaire, c'était les leviers du digital, pour ceux qui ne savaient pas. Vous retrouverez la vidéo sur le site de P2V, donc quand on aura uploadé les vidéos sur YouTube. On a aussi bien mis en avant aussi l'importance des réseaux sociaux et surtout le potentiel des réseaux sociaux pour vos différents commerces. Ça, c'est hyper important aussi, je pense. Et que ça ne se fait pas comme ça, quoi. Il y a une stratégie qu'il faut appliquer, il y a des moyens humains, il y a un budget. Ça a été dit et redit. Et surtout, moi, je voulais te remercier parce que pour le petit focus sur le territoire à la fin, personnaliser un peu son intervention, ben, c'était hyper intéressant. Et nous, ça nous parle en tant que habitants des vallées d'Or et du Luron. On sait que il y a quand même une politique un peu particulière ici, puisqu'on a quatre offices sur le territoire, des offices de station, etc. Il y a une dynamique qui est à mettre en place, à mon avis, je pense. Et on y travaille, nous, moi, Olivier, par exemple, on essaie de mettre en place une réunion des community managers du territoire entre les offices, où je sais qu'Olivier va rencontrer, par exemple, les commerçants d'Aro dans les semaines à venir, donc pour essayer d'uniformiser un petit peu la communication. Voilà, je vais faire bref, pour pas trop monopoliser l'attention, parce qu'il est déjà un petit peu tard, on a un peu dépassé. Mais en tout cas, je voulais te remercier pour Merci cette beaucoup intervention. de l'invitation. Moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup appris et j'espère que ça vous a beaucoup intéressé aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. À très vite donc, pour d'autres aventures et la poursuite de ces belles initiatives. Et puis, j'espère que vous pourrez retrouver la vidéo en replay prochainement. Dès que possible, on l'uploadera sur YouTube. Bel été à tous si on ne se reparle pas. Bon courage pour cette reprise, on espère cette fois-ci la bonne. Allez, merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement.